titre de psychologue à 40 ans et il se trouve que mon diplôme et ma carrière ont le même âge. Donc en 40 ans d'exercice et de militantisme, au SNEP au départ, puis à la CGT depuis une trentaine d'années, j'ai vu évoluer notre profession, mais sur bien des points, hélas, pas suffisamment, voire pas du tout. Ma formation s'est déroulée pendant la première moitié des années 80 dans une université qui n'existe plus, Toulouse-Le Mirail, remplacée aujourd'hui par Toulouse 2 Jean Jaurès. Pour situer le contexte de mes études, nous étions en première année 1800 environ, mais 1 sur 10 seulement entrés en DESS ou en DEA. Il n'y avait pas à proprement parler une sélection telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais plutôt une décantation sûre mais douce au fil des années et des diplômes, DUG, licence, maîtrise, entrée en DESS. Le nombre des DESS était restreint. Psychologie clinique et pathologique et psychologie sociale. À l'époque, on choisissait le DESS correspondant au domaine professionnel dans lequel on souhaitait s'orienter, la santé et le social d'un côté, le secteur du travail et de l'entreprise de l'autre. Au regard des 14 mentions de master actuels, c'était vraiment un autre monde. Mais sans doute, ces diplômes, beaucoup plus généralistes, donnaient davantage de repères tant pour les étudiants que pour les futurs employeurs. Le DESS était un diplôme de 3e cycle, ce que n'est plus le master, malgré le nombre apparemment équivalent d'années d'études. Le volume d'enseignement et de stages obligatoires était également supérieur. Le préstage exigé pour entrer en DESS de psychopathologie et clinique devait se dérouler en psychiatrie exclusivement, de même que pour pouvoir passer le concours de la FPH, la liste des diplômes admis était restreinte. Et donc on le voit, le titre unique n'a pas empêché à certaines périodes de prévoir des spécificités de formation pour exercer dans certains champs. Inconcevable avec notre regard actuel, il n'y avait en DESS de psychologie clinique et pathologique qu'un seul courant, la psychanalyse. Les étudiants avaient le choix entre 2 groupes d'enseignants et séries d'enseignement, freudien d'un côté, lacanien de l'autre. Les courants devenus aujourd'hui dominants, cognitivo-comportementalisme, neurosciences, étaient au début des années 80 balbutiants ou inexistants. Alors que m'a apporté cette formation exclusivement orientée par la psychanalyse? Certainement des connaissances cliniques et psychopathologiques solides sur lesquelles je me suis appuyée durant toute ma carrière, mais aussi une idéalisation de la psychanalyse, de la position du psychanalyste comme modèle de référence, d'où un certain désarroi face à l'invention nécessaire d'une posture de psychologue dans un contexte professionnel très différent de celui du cabinet de l'analyste. Si la psychanalyse a depuis longtemps cessé d'être un courant dominant dans l'enseignement des futurs psychologues, à bien des égards, la situation n'a guère évolué. Nous étions formés par des psychanalystes, des philosophes, des psychiatres et très peu par des psychologues ayant une pratique de psychologue. Nous sortions de l'université avec une vision très incomplète de la profession et du terrain professionnel. Est-ce différent aujourd'hui ? Est-ce que des psychologues susceptibles de transmettre des repères pour exercer, qui enseignent majoritairement aux étudiants, ceux-ci sont-ils mieux préparés à la sortie sur le terrain professionnel? Force est de constater que la place des praticiens dans la formation universitaire est un éternel serpent de mer et qu'aucun modèle d'enseignement et de recherche intégrant pleinement les praticiens n'a été inventé à ce jour. Après quelques années de CDD et d'emploi jeune, alternant avec le chômage, je suis entrée à la fin des années 80 à l'hôpital, plus précisément l'hôpital psychiatrique, en pédopsychiatrie. J'exerçais en CDD à temps non complet dans un CMEP de zone rurale à 60 km de Toulouse. Le contexte de l'hôpital d'alors était féodal.
Chaque chef de service avait son nom écrit sur un grand panneau indiquant son fief, et dans son fief, il pouvait faire à peu près ce qu'il entendait, comme par exemple refuser toute création de structure de secteur parce qu'il n'en voulait pas. En revanche, l'hôpital avait ses usages. Une fois qu'on y était entré, on en partait rarement avant la retraite. Il était exceptionnel qu'on mette fin à un contrat. Ça ne se faisait pas. De ce point de vue, l'évolution est massive. D'une part, chez les psychologues comme pour les autres professions à l'hôpital, il y a un important turnover. D'autre part, les non-renouvellements de contrats, pour des motifs futiles, se sont multipliés ces dernières années. Souvent un désaccord avec le médecin-chef, une parole trop libre, une intégration dans l'équipe qui est jugée insuffisante, un quelconque refus, etc. De nos jours, je n'aurais certainement pas fait carrière à l'hôpital au vu des batailles que j'y ai menées et de mes confrontations à mes chefs de service successifs. Ma première bataille a été celle du respect de la fonction FIR, refusée aux psychologues par notre chef de service et que nous avons imposée, non sans mal, en s'appuyant sur les textes, parce qu'il en existait déjà, et avec le soutien du directeur pour les appliquer. Sur ce point, j'avoue carrément ma désespérance. Le FIR, qui est institué avant même le statut des psychologues de la FPH, il est toujours et encore remis en cause, soit par les chefs de pôle ou de secteur, soit par les directions qui n'en acceptent pas le principe, et ceci dans l'indifférence de la DGOS. De ce point de vue, en 40 ans, rien ne semble avoir bougé. En janvier 1991 est paru le décret fixant le statut des psychologues hospitaliers. On pourrait ne demander qu'une seule chose, qu'enfin, dans tous les établissements qui en relèvent, il soit appliqué. Ça nous éviterait bien des batailles toujours à recommencer, comme notamment celle récurrente du FIR, de notre indépendance vis-à-vis du corps médical, de notre autonomie quant au choix de nos pratiques, de nos orientations cliniques ou de nos outils. Cependant, ce statut il a eu aussi des effets collatéraux problématiques sur les concours. En effet, à partir de la sortie du décret, les concours autrefois d'établissement sont devenus régionaux et organisés par les DRAS. Les directions hospitalières ayant perdu la main sur le choix des candidatures retenues n'ont plus proposé de postes à concours, préférant de façon systématique embaucher des contractuels. Contractuels qui, évidemment, une fois installés dans leur poste, craignaient à leur tour de se présenter au concours au risque de ne pas être reçus. Pardon. Paradoxalement, donc, le système de concours instauré par le décret a favorisé la précarité des psychologues à l'hôpital et aujourd'hui, c'est 60% des psychologues qui y exercent sous contrat. Mon établissement, lui, non seulement ne mettait pas de poste à concours, mais qui plus est, ne créait aucun poste. Je suis donc restée en CDI à temps partiel contraint pendant 12 ans avant de pouvoir me présenter au concours. Un poste de titulaire s'était libéré à la faveur d'un premier départ en retraite et le Collège des psychologues avait obtenu qu'il soit enfin mis à concours. Pour vous situer les choses, nous étions alors 5000 candidats, ou plus souvent candidates, pour l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Sur la totalité des départements concernés, 9 postes étaient proposés. Et à l'issue de l'examen des dossiers, il restait 30 admissibles et finalement, liste principale et complémentaire confondues, nous avons été 14 reçus. Donc autant dire qu'à cette époque, et ça restait vrai il y a encore 15 ans, la titularisation dans la fonction publique hospitalière ressemblait à un saint Graal. Alors dire que de ce point de vue la situation a évolué est un euphémisme. Elle a changé de manière récente et massive. La fonction publique hospitalière a totalement perdu son prestige et son attractivité. Les concours qui sont redevenus maison, puisque le directeur ou la DRH siège au jury, ces concours ne sont plus débordés par les candidatures. Au concours 2025 dans mon établissement, il y avait 25 candidatures pour 9 postes et nous sommes dans une grande ville universitaire qui forme de nombreux psychologues.
qui pourrait être surpris qu'une rémunération de 1 800 €, toute prime comprise en début de carrière, conjointe à la pression administrative et médicale rendant pesant le travail institutionnel, n'attire plus les jeunes diplômés ou les fasse fuir au bout de quelques mois. Et pourtant, comme le disait le ministre, le nombre de psychologues dans la fonction publique hospitalière n'a cessé d'augmenter, en particulier cette dernière décennie. Dans mon établissement, nous n'étions qu'une vingtaine au début des années 2000 et nous nous battions pour obtenir des créations de postes, surtout en psychiatrie adulte, où généralement un psychologue seul exerçait sur l'ensemble des structures intra- et extra-hospitalières d'un secteur. Aujourd'hui, nous sommes 70, mais les postes ont souvent été créés en même temps que les nouveaux dispositifs qui se sont développés ces dernières années, donc les centres experts, les équipes mobiles, les aides aux aidants, tandis que les structures de secteur, hospitalisation et CMP demeurent des parents pauvres. Enfin, l'évolution majeure intervenue depuis une génération est venue du public et de l'image qu'il a des psychologues. Il y a longtemps que j'ai cessé d'entendre la phrase que prononçaient systématiquement les parents dans mon bureau au début de ma carrière « il n'est pas fou », de me heurter à cette résistance autrefois si répandue quand il était question de proposer une psychothérapie. Aller chez le psy, c'est banalisé, la démarche se fait mise, on va voir quelqu'un, on va en parler, etc. Depuis de nombreuses années déjà, la demande du public à l'endroit des psychologues est allée croissante, mais les pouvoirs publics n'en avaient cure. Dans leur conception médico-centrique de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, les psychologues restaient des satellites. Leur obstination à rester une profession non subordonnée à la médecine les plaçait de facto dans la marge. En témoignent les timides expérimentations qui ont eu lieu avant les épidémies de Covid sur la prise en charge des consultations de psychologues libéraux. En témoigne encore, malgré la pression liée à la dégradation de la santé de la population et sa demande, les difficultés à reconnaître les psychologues comme des acteurs du soin psychique. Mon soutien psy s'est créé pour faire face à la crise consécutive au Covid qui a forcé le gouvernement à considérer soudain cette ressource disponible que constituaient les psychologues. Mais les atermoiements, les restrictions de critères, de temps, le nécessaire passage par le médecin au départ montrent à quel point cette reconnaissance de notre profession est difficile dans notre pays. Et bien sûr, il y a l'éternelle antienne de la formation forcément insuffisante et qui devrait être réformée, généralement par des psychiatres, et sortir des universités de sciences humaines au profit de celles de médecine. En conclusion, je ne partage pas les anticipations catastrophiques pour notre profession qu'on lit parfois. Je crois plutôt que nous sommes à moitié du gué. Nous ne devons rien lâcher sur les valeurs fondamentales, l'indépendance de la discipline, notre formation en sciences humaines, notre titre unique, ce qui n'empêche pas de savoir se réformer. J'espère plutôt que nous jouons un rôle de levier afin de faire évoluer un modèle français de la santé beaucoup trop médico-centré. Le combat qui doit nous réunir est celui d'une meilleure prise en compte de la dimension psychologique dans l'ensemble de la société.